Je m'appelle Gramoll et, depuis 3 mois, j'accompagne ma belle-mère, Iris Maddox, à tous ses rendez-vous de kinésithérapie après sa fracture de la hanche. Chaque matin, je me glisse au volant de ma Toyota Corolla bleue, baisse ma vitre pour me protéger du froid et regarde le lever du soleil réchauffer le trottoir en direction du nord, vers la clinique. Je ne me plains pas. Ma femme, Marbelle, était une infirmière infatigable qui travaillait 12 heures par jour à l'hôpital, et j'étais plus que disposé à assumer cette responsabilité. Ce n'était pas glamour, juste moi, ma fidèle voiture et une femme frêle en équilibre sur un déambulateur. Mais je considérais cela comme un acte de gentillesse envers quelqu'un qui m'avait autrefois accueilli dans sa famille. J'attache Iris sur le siège passager, fixe son déambulateur dans le coffre et sillonne les ruelles sinueuses jusqu'à la façade vitrée du centre de kinésithérapie. Iris y pénètre avec une détermination surprenante, sa silhouette fine penchée en avant, mais sa détermination indéniable. Assise dans la salle d'attente, je feuilletais des magazines périmés et la regardais à travers les grandes fenêtres tandis qu'elle travaillait avec des thérapeutes pour reconstruire sa hanche cassée. Parfois, elle grognait pendant une série d'exercices difficiles. D'autres fois, elle souriait en réalisant qu'elle pouvait se tenir un peu plus droite. À la fin de chaque séance, je sortais, la saluais d'un signe de la main joyeux et l'aidais à remonter dans la voiture. Nous rions de choses futiles, du temps, d'une recette qu'elle prévoyait d'essayer, de mes tentatives culinaires. Puis je la raccompagnais chez elle, me garais dans son allée, lui ouvrais la porte et m'assurais qu'elle s'installait sur le canapé avant de retourner au travail. Je n'en parlais à personne. Et encore moins à Marbelle, à quel point elle me manquait. Je jetais un coup d'œil à l'horloge sur mon tableau de bord et comptais les minutes jusqu'à mon retour à la maison, dans ses bras, mais je ne le laissais jamais paraître. Aider Iris était un petit prix à payer pour son rétablissement et pour la tranquillité d'esprit de Marbelle. Ma routine était rigoureuse. Conduire, attendre, revenir encore et encore, jour après jour, jusqu'à un mercredi de fin mars, au hasard. J'arrivais cet après-midi-là sous un ciel pâle et couvert. La pluie menaçait de tomber à grosses gouttes, mais les rues restaient sèches. Je me garais à la place que j'avais revendiquée, déverrouillais la voiture et fouillais dans la boîte à gants à la recherche du numéro de téléphone de la clinique, avec l'intention d'appeler pour rappeler que je serais là à 12h30. Mon téléphone vibra, une notification de mail me parvint, et je me penchai en arrière pour vérifier. Changement de poste, changement d'équipe, rien d'urgent. Je haussai les épaules, rangeai le téléphone dans ma poche et me dirigeai d'un pas nonchalant vers l'entrée, mon trousseau de clés tintant. À mon retour, 45 minutes plus tard, ma Corolla bleue était seule. Pas de signe du déambulateur d'Iris, pas de poignée de porte passager chaude pour confirmer qu'elle attendait quelques instants plus tôt. La panique me rongea la poitrine en regardant à travers les vitres teintées. Je déverrouillai la voiture et m'enfonçai au volant, le cœur battant la chamade. J'ai composé le numéro de Marbelle, la voix tremblante, mais je suis tombé directement sur la messagerie. J'ai supposé qu'Iris était partie, peut-être avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle était partie en taxi. Mon esprit s'est rué sur les possibilités, toutes plus graves les unes que les autres. 1 heure s'est écoulée et les premières gouttes de pluie sont tombées. Ma chemise me collait au dos tandis que j'arpentais le trottoir. J'ai appelé le directeur de la clinique, Joël Lancaster, qui m'a assuré qu'Iris était partie à 12h06 et était partie avec son gendre, Blue Toyota. Un soulagement m'a submergé, mais il était tempéré par la confusion. Comment était-elle partie? Comment ne l'avais-je pas vue? Joël a promis de vérifier les images de sécurité. J'ai attendu sous l'auvent de la clinique, trempé et tremblant, jusqu'à ce que Joël revienne avec des excuses et une copie du panneau et du cadenas. J'ai lu la notice soignée, 12 mars, Iris Maddox, pick-up, gendre, Toyota bleu, et le nœud dans mon estomac s'est dénoué. Je ne l'avais pas abandonné. J'avais fait exactement comme d'habitude. J'ai rappelé Marbelle, cette fois tremblant à chaque sonnerie. Lorsqu'elle a répondu, sa voix était glaciale. « Tu l'as laissée dehors pendant plus d'1 heure », a-t-elle accusé. « Tu crois que c'est acceptable ?» J'ai essayé de lui expliquer, les mots sortant trop vite, mais elle m'a interrompu. « Ne me mens pas », a-t-elle dit d'un ton si froid que j'ai senti le sang me quitter. Elle m'a appelé en larmes. En larmes. Iris avait crié au loup. Et Marbelle l'avait cru sans l'avoir vu. Je suis désolé. J'ai réussi, mais les mots suivants de Marbelle ont été plus dévastateurs que n'importe quel coup de tonnerre. Excuse-toi, a-t-elle exigé. Où va-t-on? La ligne s'est tue et mon monde a basculé.
Je fixais le pare-brise strié de pluie tandis que l'enseigne lumineuse de la clinique clignotait. Toutes ces semaines de route, tous ces matins et ces fins d'après-midi n'avaient rien signifié si une seule accusation pouvait les effacer. Je repensais à la douceur du regard de Marbelle lors de notre première rencontre. La façon dont elle me serrait la main après notre cérémonie de mariage, la chaleur de son étreinte lorsqu'elle me murmura « merci » à l'oreille. Et tout cela sembla s'évanouir dans cet instant de colère et de trahison. Sans un mot de plus, je raccrochai, attrapai mon sac de sport sur la banquette arrière et partis. Je marchais sous la pluie fine, la tête baissée, l'esprit en ébullition. 3 mois de dévouement indéfectible avaient mené à cela. L'exigence de m'excuser pour rien ou de disparaître. Mon cœur me serrait, mais une étrange clarté m'envahit. Je ne pouvais pas rester là où on ne me croyait pas, où chacun de mes services pouvait être réduit à néant par un simple mensonge. J'ouvris une dernière fois la porte de chez moi, regardai le couloir vide où Marbelle et Iris se seraient tenus, et me détournai. J'entrai dans l'après-midi pluvieux, avec rien d'autre que mon sac de sport sur l'épaule et une détermination inébranlable. J'ai laissé derrière moi mon mariage, ma maison, ma vie telle que je la connaissais, refusant de me forcer à pardonner un pardon immérité. La porte d'entrée s'est refermée avec un bruit sec et la pluie a effacé mes traces de pas. Je suis parti en voiture, résonnant faiblement dans ma tête les mots de Marbelle, s'excuser ou partir, sachant que j'avais choisi le seul chemin possible la tête haute. Je me suis réveillé dans la chambre d'amis de Toby, la nuque douloureuse et la poitrine lourde d'une tempête. Le genre de tempête qui ne passe pas avec le temps. Qui ne fait qu'accroître la pression. Son appartement était exigu. 2 pièces sans ascenseur au-dessus d'une boulangerie bruyante, mais il ne m'a posé aucune question à mon arrivée la veille. Il m'a juste lancé une serviette propre et m'a montré du doigt le placard à linge. C'est le genre de frère qu'il est. Pas de jugement, pas de sermon, que des cadeaux. Mais même son soutien discret n'a pas pu arrêter le vrai jeu dans ma tête. La voix tremblante d'Iris. Le regard de Marbelle, froid et inflexible. Tu l'as laissé devant la clinique. Ce mensonge avait été simple, efficace, dévastateur. Et le pire, c'est que Marbelle ne m'a même pas demandé ce qui s'était passé. 15 ans de mariage, et ma parole était soudain devenue négociable. Iris a parlé et j'ai culpabilisé. Je n'ai pas pu manger ce matin-là. Je me suis assis à la petite table de la cuisine de Toby, les yeux plongés dans une tasse de café noir, l'amertume montant à chaque gorgée. Il y avait un creux dans ma poitrine où la paix régnait autrefois. Je n'arrêtais pas de me demander, pourquoi Iris mentait-elle? C'était la question qui me tenait en haleine. Quel profit pouvait-elle en tirer? Était-elle confuse? Gênée? Était-ce une sorte de tactique de manipulation qu'elle avait élaborée en silence? Toby m'a lancé un double de clés avant de partir pour son service. Ne laisse pas ça mijoter trop longtemps, mec. Va chercher des réponses, a-t-il dit avant de claquer la porte derrière lui. Et je savais qu'il avait raison. J'avais besoin de plus que de questions. J'avais besoin de faits. À midi, j'étais de retour à la clinique. Joël Lancaster, le responsable du bureau, était assis derrière le comptoir, un sandwich à moitié mangé et l'air ennuyé. Il leva les yeux, surpris, en me voyant. Graham, salut, tout va bien pour Iris. Cette question me parut différente. Je m'approchai et gardai une voix posée. Joël, je sais que c'est une demande étrange, mais j'ai besoin de voir les registres de sortie du début de semaine. Le 12 mars. Il cligna des yeux, mâchant lentement. Bien sûr, une seconde. Pas d'hésitation, pas de louchement suspect, juste de la coopération. Joël disparut au fond et revint une minute plus tard avec un classeur épais, le genre de classeur qui colle à l'ouverture. Il feuilleta les pages jusqu'à ce qu'il trouve celle dont j'avais besoin. Le 12 mars. Il le fit glisser sur le comptoir. Le voilà. Iris Maddox, arrivé à 11h02. Rendez-vous avec le Dr Singh. Sorti à 12h06. Et juste en dessous, défilé à l'encre, ramassé par mon gendre, Blue Toyota. Ma poitrine se serra. Je peux prendre une photo? Demandai-je. Joël haussa les épaules. Bien sûr, mais ne la publie pas en ligne. C'est la règle, tout ça. J'ai pris la photo, les doigts tremblants. Pendant une seconde, je suis resté les yeux fixés sur l'image. Cette signature ne témoignait pas seulement d'une drague. Elle témoignait d'une présence. Ma présence.
Ce n'était pas juste une défense. C'était un revirement. Je n'avais pas abandonné Iris. Elle avait signé avec moi. Le mensonge n'était pas seulement une erreur. Il était délibéré. Et soudain, tout en moi s'est avivé. Ce n'était pas un malentendu. C'était un piège. Joël s'appuya sur le comptoir, inconscient de la tempête qui montait dans ma tête. Iris s'en sortait bien, pourtant. C'est une dure à cuire. J'ai hoché la tête en rangeant mon téléphone dans ma poche. Ouais, c'est quelqu'un. Il a gloussé sans remarquer mon changement de ton. J'ai quitté la clinique sans dire au revoir, avançant dans l'air frais du samedi, la mâchoire serrée et les pensées qui s'agitaient. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes, les yeux rivés sur le volant. La signature clignotait dans mon esprit comme un signal d'alarme. J'ai repensé à tous les autres rendez-vous que j'avais pris. 18 rendez-vous au total. Tous enregistrés, tous vus. Et pourtant, un mensonge avait tout coupé comme une lame. Pourquoi était-ce juste de la manipulation ou quelque chose de plus? J'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait défiler mes emails, les doigts flottants. Puis j'ai tapé « Marbel, je viens de quitter la clinique. » J'ai reçu une copie de la feuille de sortie du 12 mars. Iris m'a indiqué comme étant son rendez-vous. 12h06. Toyota bleu. Je ne l'ai pas quitté. Je ne rentrerai pas tant qu'on n'aura pas parlé de pourquoi tu l'as cru sans même me demander mon avis. Graham, j'ai regardé le message un instant avant d'appuyer sur « Envoyer ». J'avais l'impression de jeter une pierre dans un puits profond. Je ne m'attendais pas à une réponse, mais le silence me dirait tout ce que j'avais besoin de savoir. Le trajet de retour chez Toby fut court, mais il me parut interminable. Je repensais sans cesse à la signature. Cette stupide encre bleue tournoyait sur la page comme un drapeau flottant au vent. Iris n'avait pas été vague. Elle avait précisé qui j'étais, ma voiture, l'heure. Puis elle s'est retournée et a raconté à Marbel une histoire complètement différente. Il fallait du calcul. Il fallait tout. Il fallait de l'intention. De retour dans la chambre d'amis, je me suis allongé sur le matelas bosselé et j'ai fixé le plafond. Je repensais à toutes les fois où j'avais soulevé ce déambulateur pour le mettre dans mon camion. Combien de fois j'avais attendu patiemment, lui avais souri, lui avais ouvert les portes, et pourquoi? Pour qu'elle puisse transformer ça en trahison. Et Mirabel? Pas de conversation? Pas de questions, juste un jugement, juste un ordre. S'excuser ou partir. Alors, je suis parti. Mais maintenant, j'avais plus qu'une fierté blessée. J'avais des preuves. Et plus je fixais cette photo, plus j'en savais. Ce n'était que le début. J'ignorais pourquoi Iris faisait ça. Mais j'étais sûr d'une chose maintenant. Elle n'avait pas commis d'erreur. Elle avait menti. Et j'allais découvrir jusqu'où cela allait. J'étais assise en tailleur sur le lit d'appoint de Toby. Les registres de la clinique s'étalaient autour de moi comme une scène de crime. Mon téléphone a vibré une fois sur la table de nuit. Je n'ai pas vérifié. Probablement un autre rappel de la banque ou un email auquel je n'avais pas la capacité émotionnelle de répondre. J'étais concentré sur une chose, m'assurer que chaque mensonge d'Iris était accompagné d'un reçu. Les pages semblaient plus lourdes qu'elles n'en avaient l'air. Chacune avec mon nom, chacune datée, horodatée et signée des mêmes mots. Récupération par mon gendre. Toyota bleu. J'ai longuement fixé le 12 mars, mémorisant la forme de sa signature. Celle-là avait tout brisé. Je n'avais pas eu de nouvelles de Marbel depuis que j'avais envoyé l'email. Pas de réponse, pas même un accusé de réception, juste le silence. Et après 15 ans de mariage, le silence était une violence en soi. C'est ce qui m'a vraiment touché. La porte s'est refermée si vite derrière moi. Elle a si peu essayé de la rouvrir après mon départ. Une accusation, un mensonge. Chargée d'émotions, et elle s'est laissée définir sans hésitation. Pas d'appel, pas de visite, pas même une question. C'était comme si j'avais été effacé. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Pas maintenant. Pas avec un seul bout de papier. Les gens ne croient pas la première fois. Ils trouvent des excuses. Ils se disent, peut-être qu'elle a raison. Bref, je savais que pour tenir bon, il me fallait plus. J'ai appelé la clinique. Joël a répondu à la 3e sonnerie. Graham, dis-moi, tout va bien? En fait, ai-je dit, la voix crispée.
J'ai besoin d'une copie de tous les panneaux et de tous les cadenas. Février et mars. Chaque jour, Iris entrait. Il ne posait aucune question. Reviens après 15 heures. Je les préparerai. Cet après-midi-là, je suis retourné à la clinique, la mâchoire serrée. La même Toyota bleue qui avait été injustement entraînée dans cette histoire m'entraînait maintenant. Joël me tendit une enveloppe Kraft plus épaisse que prévu. Il y a aussi une copie numérique sur la clé USB à l'intérieur, dit-il, au cas où. Je le remerciai et sortis avec l'impression de tenir un détonateur. De retour chez Toby, j'étalai les journaux sur la table de la cuisine. 18 séances, 18 rendez-vous, et j'étais là à chaque fois. Recueilli par mon gendre, en lettres cursives soignées ou en lettres majuscules tremblantes. Parfois, c'était juste, Graham. Parfois, c'était, G. Holt, mais toujours moi. À chaque fois. Il n'y avait pas une seule case vide. Jamais Iris n'était partie sans que je signe pour elle, que je l'accompagne dehors, que je range son déambulateur dans le coffre. Je me souvenais si bien de ces jours-là. Ses plaintes concernant la météo, ses demandes de nouvelles pour cette potentielle promotion, ses conseils d'éviter un certain thérapeute parce qu'il parlait trop. Rien de tout cela ne ressemblait à une femme effrayée d'être seule avec moi. J'ai sorti mon ordinateur portable et rédigé le courriel que je rédigeais dans ma tête toute la matinée. Marbel, voici ci-joint tous les registres de sortie de ta mère à la clinique pour février et mars. 18 rendez-vous, 18 retraits documentés, tous de ma part, tous à l'heure. Tu peux regarder l'écriture, les dates, les horodatages. C'est une opinion. C'est un fait. Je ne l'ai jamais quitté. Pas une seule fois. Tu ne m'as pas demandé. Tu n'as même pas pris le temps de te demander s'il y avait une autre version de l'histoire. Ce silence, il est plus fort que tout ce qu'Iris a dit. Je ne reviendrai pas dans un endroit où la vérité n'a aucun poids, mais tu mérites de voir ça. Je voulais que tu le voies, Graham. J'ai joint le scanner que Joël m'a donné et j'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assise dans la cuisine silencieuse de Toby, le réfrigérateur ronronnant derrière moi comme un bruit blanc contre la tempête dans ma poitrine. Mes mains tremblaient encore, mais cette fois, ce n'était pas de la rage. C'était du chagrin. Je ne me prouvais pas seulement que j'avais raison. Je regardais les derniers fils de mon mariage se défaire. Marbel n'a pas répondu ce soir-là. J'ai fixé mon téléphone jusqu'à ce que la batterie soit à plat. Je l'ai chargé. J'ai vérifié à nouveau. Rien. Vers 22 heures, Toby est rentré du travail et m'a retrouvé exactement là où il m'avait laissé, toujours à table, les yeux creux. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Non, mais je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Il s'est assis en face de moi et a attrapé une des serrures. Mince, c'est hermétique. Elle ne peut pas ignorer ça. J'ai haussé les épaules. Elle l'est déjà. Il a soupiré. Et maintenant ? Maintenant ? Ai-je dit lentement. Je comprends pourquoi Iris a menti. Parce que si ce n'était qu'un malentendu, elle aurait reculé dès qu'elle aurait vu la vérité. Toby a hoché la tête. Oui, mais elle ne l'a pas fait. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas tout inventé sur le coup. Non, j'ai dit qu'elle l'avait planifié. Et Marbel, elle l'a laissé faire. Cette prise de conscience m'a fait plus mal que tout le reste. Non pas qu'Iris ait menti, mais que ma femme l'ait cru. Pas seulement dans un moment de doute, mais délibérément, volontairement. La femme en qui j'avais entièrement confiance ne m'avait pas fait confiance au moment crucial. Je me suis levé et j'ai rassemblé les papiers en une pile bien nette. Ma voix semblait plus posée maintenant, même si mon cœur s'effilochait. Je ne pense pas que ce soit un incident isolé. Je pense que c'était une campagne. Toby a levé les yeux. Tu crois qu'ils te présentent comme le méchant depuis un moment ? Je pense, ai-je dit, qu'ils attendaient une raison pour m'effacer. Je me suis couché ce soir-là, les lumières éteintes et la porte entr'ouverte. Pas de SMS de Marbel. Pas d'appel manqué. Mais je ne les attendais plus. Ce dont j'avais besoin maintenant, ce n'était pas d'excuses. C'était de clarté. Il ne s'agissait plus de la convaincre. Il s'agissait de retrouver ma version de la vérité et de la protéger avant qu'il ne l'enfouisse sous un autre mensonge. Je me suis réveillé au son insistant de mon téléphone qui vibrait sur la table de nuit, son écran éclairant un coin sombre de la chambre de motel que j'avais loué près de l'appartement de mon frère Toby.
Le nom de Marbel s'affichait à l'écran, mais avant que je puisse trouver le courage de répondre, une autre notification est arrivée, d'un numéro que je ne connaissais pas. C'était Ariel, la cousine de Marbel. Ma poitrine s'est serrée. Ariel avait toujours été un visage amical lors des réunions de famille, quelqu'un en qui je pensais pouvoir avoir confiance. Le message disait, « Graham, je dois t'expliquer ce qui se passe vraiment. » Je le fixais, la confusion et l'espoir se mêlant en moi. J'ai tapé en retour. « Appelle-moi. » 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Je l'ai mis sur haut-parleur et je l'ai posé contre une tasse de café vide. La voix d'Ariel était basse. Urgente, presque secouée. « Graham, a-t-elle commencé? Je suis vraiment désolé pour tout. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave jusqu'à aujourd'hui. » Je me suis penché en avant sur le canapé libosselé. Les sourcils froncés. « Vas-y, ai-je dit. » Silence. Puis Iris a raconté aux gens que tu étais émotionnellement distant, froid, voire cruel. Elle a dit que tu l'avais laissée de côté volontairement, que tu voulais rompre avec elle et que tu avais utilisé sa blessure comme excuse. J'ai eu un pincement au cœur. Pourquoi ferait-elle ça? Ai-je demandé doucement. Son soupir était lourd. Je ne sais pas, mais je l'ai entendu parler à ma mère au téléphone hier. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une campagne pour te repousser et prouver que tu étais le méchant, afin que Mirabel soit obligée de la choisir. J'ai fermé les yeux, imaginant Iris penchée vers la conspiration, tissant ses mensonges dans un récit. Ce n'est pas juste un souvenir erroné, ai-je murmuré. C'est délibéré. La voix d'Ariel s'est brisée. Je suis tellement désolé, Graham. Je ne l'ai jamais cru. J'ai demandé autour de moi. Elle a dit à ses amis à l'église et à ses voisins que tu étais froid avec elle, que tu la traitais comme un fardeau. Le mot « fardeau » m'a frappé comme une pierre. Je me souvenais de chaque fois où elle avait souri d'un air maussade, mais m'avait remercié d'un mot doux. Plus rien n'avait d'importance maintenant si elle parvenait à le transformer en preuve de haine. J'expirais lentement, serrant le téléphone. Marbel avait-elle entendu quelque chose? Demandai-je. Ariel marqua une pause. Elle entendit des bribes. Iris l'appela en larmes, disant qu'il m'avait abandonné. Le cœur de Marbel était tout simplement ému. Elle ne m'avait jamais posé la question. Elle ne voulait pas contrarier ta femme. Une douleur sourde envahit ma poitrine. Marbel ne m'avait jamais posé la question. Elle avait fait confiance à l'air larmoyant de sa mère au lieu de m'accorder le bénéfice du doute. J'apprécie que tu me l'aies dit, dis-je d'une voix tendue. Mais j'ai besoin, je ne sais pas, d'une réponse. Il y eut un long silence. Je vais rassembler ce que je peux. Des emails, des SMS, tout ce qui montre qu'Iris a raconté ça à des gens. Je te les enverrai. Un soulagement me traversa. Au moins, quelqu'un dans l'entourage de Marbel avait percé à jour sa performance. En raccrochant, j'ai réalisé que cette campagne de mensonges était en cours bien avant le 12 mars. Elle était méthodique. Une rumeur murmurée par-ci. Une explosion émotionnelle par-là. Tout cela trahissait mon image. Mon téléphone a vibré de nouveau. Un email d'Ariel avec des messages transférés. Iris se confiait à son amie Clara sur le manque du mari de sa fille, car il était attentif, suggérant que j'avais perdu tout intérêt. Un autre SMS à sa voisine prétendant que j'avais crié sur son déambulateur et l'avais laissé figé sur le perron. Chaque message me faisait l'effet d'une coupure fraîche. J'ai imprimé les emails dans un FedEx du coin et les ai agrafés dans un paquet à côté des cadenas de la clinique. Puis je suis allé à la bibliothèque du comté et j'ai utilisé leur scanner pour dupliquer les pages. J'avais besoin de copies papier si jamais je devais aller au tribunal. De retour chez Toby, j'ai tout étalé sur la table, registre de signature, copie de sécurité, relevé bancaire, email d'Ariel. Les preuves représentaient des mois de tromperie. Mon dossier de soins ininterrompu et la campagne parallèle d'Iris pour me discréditer. J'imaginais le visage de Marbel face à cette montagne de preuves, les bribes d'appels téléphoniques tremblantes, les signatures irréfutables des cliniques, les menaces cachées dans les SMS. Je l'imaginais confronter sa mère, lui demandant pourquoi elle avait menti. Je l'imaginais enfin comprendre que son silence, son refus de poser des questions, m'avait poussé à quitter ma propre maison. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je fixais le plafond et me repassais les aveux d'Ariel. Elle trouvait ça tordu, cette conspiration mère-fille. Mais pour moi,
c'était une pure trahison. Ma propre famille s'opposait à moi. Ma femme croyait à un récit fait de demi-vérités et de peur. Je touchais le dossier de documents imprimés, effleurant du bout des doigts les bords nettes. Il ne s'agissait plus seulement de laver mon honneur. Il s'agissait de révéler la vérité avant qu'il ne puisse manipuler un autre auditeur. Avant qu'un autre mensonge ne se transforme en fait. Aux premières lueurs du jour, je rédigeai un autre courriel à Marbel. Marbel Iris a raconté à ses amis et à sa famille que j'étais distant émotionnellement, voire cruel, prétendant que je l'avais laissé seul volontairement et que je voulais mettre fin à notre mariage. J'ai joint ces messages de ta cousine Ariel confirmant cela. De plus, notre clinique enregistre des photos de sécurité. Ce n'est pas arrivé par accident. C'est une campagne délibérée pour faire de moi le méchant. Je suis prêt à parler quand tu seras prêt à voir tous les côtés de la vérité. Graham. J'ai joint des scans des messages d'Iris à Ariel et des photos des impressions. Avant d'envoyer, j'ai hésité. Je me suis souvenu de la voix de Marbel. Ferme. Excuse-toi ou pars. Il ne s'agissait plus d'excuses. Il s'agissait de rendre des comptes. J'ai cliqué sur envoyer. Alors que le courriel s'envolait, j'ai senti un certain contrôle revenir. Les mensonges sont des ombres. On ne peut pas les saisir. Mais les preuves sont tangibles. On ne peut pas les réfuter. Pour la première fois depuis le début, j'ai cru que Marbel allait s'arrêter et écouter. Et si elle écoutait, elle se souviendrait peut-être de moi. L'homme qui s'est présenté 18 fois sans faute, qui a porté le déambulateur d'Iris, qui a défendu le confort de sa mère avant le sien, qui aimait suffisamment sa femme pour se battre pour la vérité. J'ai glissé le dossier dans mon sac à dos, prêt à affronter la suite, sachant que la bataille était loin d'être gagnée, mais que j'avais désormais les armes pour la gagner. J'avais à peine fermé les yeux que la notification bancaire a sonné sur mon téléphone, me tirant du brouillard agité du sommeil vers une froide secousse d'incrédulité. Un virement de 4 000 $ depuis notre compte joint a envoyé Iris. Le message s'est affiché à l'écran en chiffres rouges en gras, chaque chiffre étant un coup de marteau dans ma poitrine. Je l'ai regardé, figé, incapable de concilier le solde que je surveillais méticuleusement avec ces chiffres non autorisés qui disparaissaient dans les poches de ma belle-mère. Ma main tremblait en appuyant sur la notification, ouvrant l'application bancaire pour confirmer les détails du virement. C'était là. Payer des irismatiques. Date d'hier 15h17. Facture médicale de référence. Je repensais aux événements de la veille, la visite à la clinique, le trajet de retour, l'échange creux avec Marbel. Il n'y avait eu aucune discussion, aucune mention de ma femme déplaçant de l'argent seule. Pas de SMS, pas d'appel, rien. Juste une autre décision unilatérale exécutée en silence. Mon cœur battait la chamade en réalisant l'ampleur de cette trahison. Non seulement j'avais été dépeint comme un mari négligent, mais j'étais maintenant épuisé financièrement. Le poids de tout cela, soins médicaux, frais d'avocat, répercussions émotionnelles, pesait lourdement sur mes épaules. Et voici qu'une nouvelle agression secrète se produisit. Je posai le téléphone sur la table de nuit, l'écran brisant l'obscurité de sa lueur impersonnelle, et retirai les couvertures d'un geste vigoureux. La pièce tournoya légèrement, l'adrénaline me parcourant les veines. Il fallait que j'agisse. Mais d'abord, il me fallait y voir clair. Je m'habillai rapidement, enfilant une chemise et un jean, revivant chaque interaction avec Iris au cours des 3 derniers mois. Chaque réponse, chaque excuse, chaque moment de soutien discret, n'était plus que des mensonges. Je dévalai les escaliers de l'immeuble de Toby, serrant du poing l'enveloppe contenant mes relevés médicaux et les messages d'Ariel. Les papiers impeccables et stériles me semblaient des munitions. Je sautai dans ma Corolla bleue et la pointai vers l'agence bancaire du centre-ville, déterminé à geler le compte et à reconstituer la piste de ce virement non autorisé. À l'intérieur de la banque, les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête et une légère odeur de papier et de désinfectant flottait dans l'air. Je m'approchai du guichet et fis glisser ma carte d'identité sur le comptoir. Je dois geler temporairement notre compte joint, dis-je d'une voix basse mais ferme. La caissière, une jeune femme à la queue de cheval soignée, haussa un sourcil. Suspectez-on une fraude, demanda-t-elle. J'acquiesçai, ravalant la boule dans ma gorge. Oui. Un virement avait été effectué sans mon consentement. Je crois que c'est non autorisé. Elle tapa furieusement sur son terminal, ses doigts claquant comme des gouttes de pluie sur du verre. Au bout d'un moment, elle leva les yeux. C'est bloqué.
Aucun autre retrait ni virement ne sera effectué. Un soulagement m'envahit, mêlé de frustration d'avoir dû en faire autant pour arrêter quelqu'un qui était censé être de ma famille. Je quittai la banque avec une confirmation de blocage imprimée et composai le numéro de Marbel dès mon retour dans la voiture. Sa messagerie vocale décrocha. Mirabel, c'est moi. Appelle-moi dès que tu auras ce message. Quelqu'un a transféré $4000 de notre compte joint à Iris Maddox à mon insu et sans mon consentement. J'ai bloqué le compte. Il faut qu'on en discute. Mon doigt plana sur le bouton d'envoi avant d'appuyer dessus, répandant ma fureur contenue dans l'éther. J'inspirai profondément, me préparant aux conséquences. Quelques minutes plus tard, mon téléphone sonna avec un SMS de Marabel. Je l'ai fait. Elle me l'a demandé et je l'ai envoyé. Tu es parti, alors je m'en suis occupé. Elle avait besoin de l'argent. Je fais ça pour elle. Chaque mot me brûlait. Elle avait discrètement transféré l'argent avant même que je ne me rende compte qu'il y avait un problème. Sans discussion, sans me consulter. Sa défense d'Iris était tout à fait légitime, une loyauté aveugle plus profonde que les mensonges de sa mère. J'ai frappé le volant du poing, les échos du métal sur le cuir reflétant ma rage intérieure. J'ai alors décidé de demander à Shan, notre ami commun, de confirmer l'histoire que Mirabel racontait au monde extérieur. Le numéro de Shan est apparu sur mon écran quelques minutes plus tard. Il a répondu d'un ton inquiet. Graham, dis donc, je prends juste des nouvelles. Il a osé. J'ai été direct. Marabel a dit, tu as entendu dire que j'ai laissé Iris en plan et que je suis parti en trombe. Il y a eu un silence et Shan a poussé un profond soupir. Pourtant, elle m'a dit que tu l'avais abandonnée devant la clinique et que tu étais parti en voiture. Elle semblait anéantie. Mon estomac a de nouveau hoché la tête. L'histoire était en train de changer. Elle était passée d'une négligence accidentelle à une trahison froide. J'ai demandé à Shan s'il y croyait. Il a hésité. Je te connais, mec, mais elle semblait vraiment bouleversée. Difficile de ne pas la croire. Cet aveu m'a blessé. Même quelqu'un qui me connaissait personnellement avait été influencé par le poids émotionnel d'Iris et par l'acceptation aveugle de ce poids par Marbel. J'ai raccroché et pris un moment pour me ressaisir. Le compte était gelé, les relevés en main, mon frère prêt à aider, et mon avocate Charlène prête à déposer plainte pour fraude. Mais le préjudice émotionnel, Marbel prenant le parti de sa mère, le virement bancaire, la communauté entendant un récit totalement faux, avait atteint un niveau inédit. Quelqu'un réécrivait systématiquement mon rôle dans ma propre vie pour me faire passer pour le méchant, et je devais l'en empêcher. Je me suis rendu au cabinet de Charlène, scrutant les rues en réfléchissant à mes prochaines actions. Les relevés de la clinique, les emails d'Ariel, les photos de sécurité, tout cela constituerait la base d'une plainte officielle. La fausse demande de prêt, le virement bancaire, le réseau d'usurpation d'identité en formation, autant de preuves d'un complot plus profond. Je me suis garé devant son cabinet. Un modeste bâtiment en briques aux fenêtres brillantes, et je suis entré avec détermination. Charlène m'a salué d'un hochement de tête franc. J'ai entendu dire qu'il y a du nouveau, a-t-elle dit. J'ai déposé la confirmation de gel, l'avis de transfert et le SMS de Marbel sur son bureau. Son regard s'est aiguisé en examinant chaque document. Usurpation d'identité, transfert non autorisé. Ça aggrave les choses, a-t-elle murmuré. Nous allons classer cela avec la déclaration de fraude pour le prêt. Et nous lui enverrons une mise en demeure pour l'activité non autorisée sur son compte. J'ai expiré. Soulagement et détermination se mêlaient. En sortant du bureau de Charlène, sous le soleil de fin d'après-midi, j'ai senti l'urgence de ma mission s'aiguiser. Il ne s'agissait plus seulement de laver mon nom. Il s'agissait de reprendre ma vie en main, de rétablir la vérité face à une campagne de mensonges calculés, et de demander des comptes aux responsables, quel que soit le sang qu'ils ont versé. Je me suis glissé dans ma voiture, j'ai posé les mains sur le volant et j'ai pris la route vers chez moi, quelle que soit la signification de ce mot désormais, avec la certitude inébranlable que je ne me laisserai pas écarter, financièrement ou émotionnellement, sans me battre. J'ai gravi les marches jusqu'au cabinet de Charlène Morse, 2 par 2, le souffle court, serrant contre moi l'enveloppe en papier craft qui contenait toutes les preuves que j'avais amassées. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres du hall, illuminant des poussières flottantes qui ressemblaient à de minuscules juges passant silencieusement. Verdict. Je m'arrêtai devant sa porte, pris une profonde inspiration et frappai. Lorsque Charlène ouvrit,
Son regard perçant se fixa sur le mien, mêlant inquiétude et détermination. « Vous avez appelé ?» dit-elle doucement en reculant pour me laisser entrer. À l'intérieur, son bureau était frais et ordonné. Des étagères garnies de documents juridiques, un bureau dégagé à l'exception d'un bloc-notes et d'un verre d'eau. Elle désigna la chaise en face d'elle. Je m'assis et glissai l'enveloppe sur le bureau. « Je pense que vous voulez voir ça, » dis-je à voix basse. Charlène déplia le contenu avec précaution. Des photos de sécurité imprimées sur papier glacé. Chaque image capturait une image des caméras de sécurité de la clinique. Iris se dirigea d'un pas traînant de l'entrée principale vers ma voiture, déambulateur à la main. Puis une deuxième image me montra me baissant pour maintenir la portière passager ouverte. Une troisième me surprit en train de soulever délicatement son déambulateur pour le ranger dans le coffre. Ma Toyota bleue brillait sous les lumières crues du parking de la clinique. Elle étudia les images, les sourcils froncés. « C'est exactement ce que nous avons besoin, » a-t-elle dit, en mettant les photos de côté. « Preuve littérale de votre présence. » Ma gorge se resserra en la regardant retirer une nouvelle feuille de papier. « Ces images fixes corroborent le signe et les journaux, » a-t-elle poursuivi. « Maintenant, nous avons à la fois écrit et visuel que Iris n'a jamais été laissée pour compte. » J'ai hoché la tête, ce relief se mêlant de rage. Soulagement que la vérité était irréfutable. Rage qu'il m'avait fallu des semaines pour compiler la preuve de quelque chose d'aussi évident. Charlène a tapé son stylo contre le bloc-notes pensivement. Nous rédigerons une requête en présentant ces images fixes comme preuve dans la procédure de divorce et dans une action en diffamation potentielle contre Iris et Marbel. Leurs fausses déclarations ont causé de réels dégâts. Réputation perdue, drainage financier, détresse émotionnelle. Ces mots, légaux et précis, ont résonné en moi comme un cri de ralliement. Je veux qu'ils comprennent tout le poids de leurs actions que j'ai dit. Le regard de Charlène s'est affûté. Nous incluons une demande de dommages et un cesser et de s'abstenir de toute nouvelle déclaration. Elle se pencha en arrière, pliant les mains. Maintenant, la demande de prêt. Mon pouls a pilonné à la mémoire de découvrir que le prêt personnel a forgé à mon nom avec Iris en tant que co-signataire et le courrier électronique de Marbel l'attaquant à la demande. Charlène a ouvert un autre dossier et répandu les impressions, les documents de prêt, le formulaire de demande dactylographié et la piste de messagerie indiquant la confirmation envoyée au compte de Marbel. Chaque page portait les signes révélateurs de fraude, les polices incompatibles, une ligne de signature dactylographiée à la hâte et un tampon de date qui coïncidait avec mon absence. C'est un vol d'identité, a-t-elle dit. Nous déposerons un rapport auprès du bureau du procureur de l'État et poursuivrons des accusations criminelles et nous demanderons une restitution. Je me suis expiré. La tension se soulageant légèrement. Le chemin à terme était clair. Charlène a noté une chronologie des prochaines étapes. Soumettre la réclamation de diffamation. Demande de divorce, signaler le vol d'identité, demander une ordonnance d'interdiction temporaire contre toute autre activité de compte non autorisée et planifier les dépôts avec Joël Lancaster et Ariel. Et Marbel ? J'ai demandé. Charlène avait l'air réfléchi. Elle peut prétendre qu'elle a agi sous la contrainte ou par préoccupation pour elle-même, mais une fois que nous prouvons qu'elle savait que les déclarations étaient fausses, sa responsabilité devient claire. J'ai hoché la tête, imaginant le jour où ils étaient assis dans une salle d'audience, entourés de leurs mensonges mis à nu dans les feuilles de calcul, les photos et les serrures par email. J'ai imaginé ma voix stable alors que je racontais chaque trahison, l'accusation, le transfert bancaire, la campagne manufacturée. Je ne serais pas l'homme qui s'est éloigné de ses responsabilités. Je serais l'homme qui s'est battu pour la vérité. Charlène a fermé son bloc-notes et m'a offert un hochement de tête ferme. Je vais préparer les dépôts. En attendant, continuez à rassembler toute communication que vous recevez, des SMS, des messages vocaux, des lettres et évitez les contacts directs avec Iris ou Marbel jusqu'à ce que nous ayons des ordres de protection en place. Elle a remis les papiers dans leur dossier et m'a remis une copie de notre stratégie convenue. Je l'ai glissé dans la poche de ma propre veste, sentant un sens du but s'installer autour de moi. Alors que je me tenais pour partir, Charlène a posé une main sur mon bras. Graham, rappelez-vous que ce n'est pas seulement des manœuvres juridiques. Il s'agit de restaurer votre la vie, récupérant le récit qui vous a été volé. Ces mots ont résonné profondément dans ma poitrine. J'avais passé des semaines dans les limbes, hanté par des doutes et des accusations. Mais maintenant, j'avais des alliés qui croyaient en moi et un plan pour mettre la vérité en lumière. À l'extérieur,
le soleil de fin de matinée était brillant sur mon visage alors que je monte sur le trottoir. Je m'arrêtai dans le coin, regardant le panneau de rue se recroquevillant au-dessus des feux de circulation. La ville s'est effondrée, des gens qui avancent dans leur vie, ignorant la tempête de brassage dans les salles d'audience et les tables de salle à manger. J'ai alors réalisé que la lutte à venir exigerait plus que la stratégie juridique. Cela exigerait la résilience, le sang-froid et la foi inébranlable dans ma propre intégrité. J'ai sorti mon téléphone, j'ai parcouru la galerie jusqu'à ce que je trouve la première sécurité encore. L'instantané d'Iris entrant dans ma voiture, sa main atteignant le marcheur alors que je tenais la porte. Je l'ai regardé, imprimant chaque détail, l'imprimé floral fané sur son chemisier, la lueur de la lumière du soleil au large du capot de ma voiture, la courbe de ma main sur la poignée de la porte. Celle-là single frame a capturé mon engagement, mon honneur, ma vérité inébranlable. J'ai posé le téléphone et je suis parti, je cours d'esprit avec les prochaines étapes, en contactant le bureau du procureur général, en mettant à jour mon frère, en envoyant un colis à des amis et à la famille avec la vérité à nu. Je ne me reposerai pas tant que chaque mensonge aurait été démantelé, chaque fausse impression corrigée. Et quand le jour est venu, Marbel et Iris se retrouveraient incapables de réécrire mon histoire, car je n'étais plus l'homme piégé dans leur cadre. J'étais l'homme qui a pris le contrôle de son propre récit et a refusé d'être effacé. Je suis retourné à la maison à l'improviste, marchant sur le chemin familier sous le soleil de fin d'après-midi, chaque pas ponctué par le souvenir de l'ultimatum de Marbel. La porte se tenait un peu impôt, comme si je m'invitais dans la confrontation que je lui avais refusée. Mon cœur a frappé dans ma poitrine, à parts égales l'anticipation et la terreur. J'ai ouvert la porte et j'ai appelé son nom, la voix faisant écho à travers le hall. L'air était lourd avec l'odeur de la lavande d'Iris, un fort rappel de la femme qui avait mis tout cela en mouvement. Marbel est apparue au sommet des escaliers, les bras croisés, son front sortant dans la même expression que j'avais aimé et craint tant de fois auparavant. Elle m'a regardé avec des yeux à peine reconnus. Il y avait eu blessé là-bas, oui, mais derrière elle était quelque chose de plus sombre. Soupçon. Vous êtes venu vous excuser ? Demanda-t-elle, la voix fragile. Les mots avaient un goût amer dans ma bouche. J'ai inspiré profondément, m'étudier. Non, dis-je. Je suis venu te montrer la vérité. J'ai atteint la poche de mon manteau et j'ai sorti le premier élément, une photo imprimée de la sécurité de la clinique encore le 12 mars. L'image représentait Iris entrant sur le trottoir, Walker à la main et moi ouvrant la porte du passager. Ma réflexion brillait dans la fenêtre avec une clarté indubitable. J'ai placé la photo sur la balustrade en bois entre nous. Le regard de Marbel est passé de l'image à mon visage, la confusion traversant ses traits. J'ai atteint le classeur à mes côtés, en le plaçant dans le couloir tableau, je l'ai renversé sur le panneau et les journaux, se tournant vers l'entrée du 12 mars qui a enregistré le départ d'Iris à 12h06. Avec mon nom et ma description de voiture indubitable. Ici, dis-je, la voix calme malgré la tondeuse dans ma poitrine. Le journal de ce jour, signé par Joël Lancaster, il dit exactement ce qui s'est passé. J'ai tapé la page avec un doigt régulier. Marbel se pencha en avant pour lire, ses lèvres se séparant alors qu'elle absorbait chaque mot dactylographié, chaque signature. Un long moment s'est écoulé avant qu'elle ne levait les yeux comme élargissant et naissant la réalisation. Mais alors son expression a changé. Ce n'était qu'un jour, a-t-elle dit. Vous avez été posé sur les autres. C'était un réflexe, un garde-corps jeté à l'instant où sa certitude vacillait. Ma poitrine s'est resserrée. Avait-elle vraiment accroché à chaque chuchotement que Iris lui ait nourri, peu importe à quel point l'épreuve. J'ai fermé le classeur et produit l'enveloppe suivante. Sabile de sécurité de février et mars. Capture d'écran des caméras de responsabilité de la clinique capturant chaque ramassage. Un par un, je les ai posés sur le table. 8 février, 15 février, 5 mars 19 mars. 18 images au total, chacune montrant la même séquence. Iris marchant vers ma voiture, moi la saluant, l'aidant dans le siège passager, la soulevant la promenant dans le coffre. J'ai parlé doucement, laissant chaque photo parler de lui-même. Chaque rendez-vous, dis-je. Chacun. Marbel passa une main dans ses cheveux, se penchant lourdement contre le mur. Mais il y avait des jours que tu as pris plus de temps, a-t-elle contré. Jours où j'ai entendu qu'elle attendait. La mémoire piquée. Elle avait cru une seule accusation sur 18 records clairs. Elle vous dit ce qu'elle veut que vous entendiez, dis-je. Pas ce qui s'est passé.
Mes paroles étaient un murmure, un rasoir tranchant. Pendant un moment, je pensais que je la voyais, mais elle croisa les bras plus serrés, les yeux se durcissant. Je pense que vous essayez de la faire se sentir comme un fardeau, a-t-elle déclaré. L'accusation a été plus profonde que n'importe quel mensonge qu'Iris ne l'avait dit. Cela impliquait de la méchanceté, une cruauté délibérée. J'ai pressé mes lèvres ensemble, avalé la ruée de la colère qui menaçait de faire bouillir. Marbel, regarde-moi, plaidai-je, firme. Croyez-vous vraiment que j'utiliserai la récupération de votre mère comme excuse pour la blesser? Pensez-vous que je manipulerai son marcheur dans sa douleur? Que je risquerai tout ce que nous avons construit ensemble juste pour la faire souffrir? Le silence qui suivait était plus oppressant que n'importe quel argument. Elle détournait les yeux, les narines qui ont abaissé ma voix à une intensité de tremblement. La nuit parle de nos jours. Elle a tourné une histoire qui a fait de moi l'ennemi. Et vous l'avez cru parce que vous l'aimez. Elle ferma les yeux, hochant la tête, des larmes glissant sur ses joues. Je l'ai fait, a-t-elle chuchoté. Je suis désolé. Les excuses étaient fragiles, mais c'était un début. J'ai atteint mon manteau et j'ai retiré un épais paquet de mets. Les messages d'Ariel, les journaux téléphoniques d'Ariel, les textes des voisins détaillant les accusations d'Iris. Je les ai placés dans les mains tremblantes de Marbel. Vous montrez la campagne contre moi. Ce n'était pas un malentendu. J'ai dit que c'était un complot. Elle a scanné les pages, son front se fronçant de honte et de regret alors qu'elle reconnaissait le tissage délibéré des mensonges. Pourquoi ferait-elle ça? Demanda-t-elle, la voix petite. Parce qu'elle avait peur de sa propre solitude, j'ai répondu. Elle voulait s'assurer que quelqu'un dépendait d'elle, même si cela signifiait me détruire. Les épaules de Marbel se sont effondrées et elle a coulé au sol, les preuves dispersées autour d'elle comme des feuilles tombées. Je me suis agenouillé à côté d'elle, tiré par la gravité de ses remords. Je n'ai jamais voulu vous quitter, dis-je, voix épaisse d'émotion. Je ne suis parti que parce que je n'avais pas d'autre choix lorsque vous croyiez un mensonge sur ma vérité. Elle m'a regardé. Je gonflai et tendis ma main. Rentrez à la maison, chuchota-t-elle. Réparez ceci avec moi. Mon cœur a augmenté de soulagement et d'espoir prudent. Je l'ai tiré sur ses pieds, l'enroulant dans une étreinte qui parlait du pardon et de la fragile promesse de reconstruction. Alors que nous nous tenions dans ce couloir, entourés par les restes dispersés de la trahison, j'ai réalisé que le chemin à parcourir serait long et incertain. Mais dans les bras de Marbel, j'ai ressenti le premier vrai signe de réconciliation. Je lui avais montré la vérité en plein cadre, et elle avait choisi de me revoir. À ce moment-là, je savais que l'amour, testé et tempéré, pouvait survivre même la tromperie la plus calculée. Et ensemble, nous ferions face aux conséquences des mensonges d'Iris. Guidé par la clarté inébranlable de ce qui s'est réellement passé, j'ai découvert la trahison finale comme la plupart des gens apprennent sur leur propre identité volée à travers une lettre froide et impersonnelle. Il est arrivé dans ma boîte aux lettres, une mince enveloppe estampillée du logo d'un bureau de crédit que j'ai à peine reconnu. Mon impulsion s'est accélérée alors que je l'ouvrais et dépassais les pages à l'intérieur. La lettre m'a informé d'une demande de prêt personnel remise en mon nom, co-signée par Iris Maddox pour un montant d'un peu moins de $10 000. Il a détaillé les conditions de paiement, les taux d'intérêt et une adresse où je pourrais contester la demande si ce n'était pas le mien. Mon nom a été estampillé en gras en haut, et en dessous, en plus petite impression, il est apparu une adresse email, Marbel S. J'ai senti le monde s'incliner sous moi. J'ai lu la lettre 2 fois, 3 fois, à la recherche d'un indice d'erreur, toute mise en garde qui m'absouvrait de ce vol orchestré. Mais le papier était clair. Quelqu'un avait forgé ma signature, utilisé mes informations personnelles et tiré le courrier électronique de ma femme pour que tout soit légitime. J'ai à peine enregistré la piqûre d'humiliation lorsque j'ai réalisé la portée de la fraude. Ce n'était pas simplement une agression financière. C'était un dernier coup insidieux conçu pour me laisser légalement enchevêtré, un crédit détruit, une réputation et des lames. Je coule sur mon canapé de salon, l'enveloppe et la lettre tremblante dans ma main. À l'extérieur, la pluie a éclaboussé les fenêtres dans un rythme inégal qui correspondait au martèlement de mon cœur. J'ai regardé la lettre, me sentant exposé, vulnérable et furieuse à la fois. Comment avait-il exécuté ce programme en utilisant si transparence le canal que je pensais être privé? J'ai parcouru mes archives par email, à la recherche de la confirmation du prêt ou de tout message qui aurait pu glisser inaperçu. Rien, seulement des notifications de routine du travail et une seule note de remerciement d'Ariel pour avoir transmis ces messages.
Je savais que j'avais besoin d'une aide experte immédiatement. J'ai composé le numéro de Charlène avec des doigts tremblants. Quand elle a répondu sur le deuxième anneau, sa voix était calme, faisant autorité. J'ai lu le contenu des lettres à son domaine, chaque détail plus accablant que le précédent. Elle a écouté sans interruption. Quand j'ai fini, elle a expiré de manière audible. Cela franchit la ligne en territoire criminel, a-t-elle déclaré. Vol d'identité et fraude pour certains. Nous déposerons une plainte pénale et subirons des dommages civils. Et nous utiliserons le courrier électronique de votre femme comme preuve pour montrer la collusion. Le soulagement traversa moi, tempéré par le poids de ce que cela signifiait. Dossier public, allégation formelle, interrogatoire. Mon effondrement domestique deviendrait un spectacle d'audience. Mais je n'avais pas le choix. Cela devait être arrêté. Après avoir raccroché, j'ai présenté toute la documentation sur ma table à manger. Les journaux de la clinique, les images fixes de sécurité, les dossiers de transfert bancaire, les messages d'Ariel et maintenant cette lettre de prêt. Les piles soignées ressemblaient à des morceaux d'un miroir brisé, chacun reflétant un fragment de trahison. J'ai touché la feuille supérieure, le premier journal de la clinique, et je me suis souvenu à quel point j'avais rassemblé soigneusement des preuves. Maintenant, cette compilation minutieuse formerait l'épine dorsale de ma défense. J'ai ouvert mon ordinateur portable et rédigé un email à Charlène. Charlène, 6 juin et la lettre de demande de prêt. Il répertorie un prêt personnel en mon nom, co-signé par Iris, et confirme qu'il a été traité à l'aide de l'email de Marbel. Veuillez conseiller sur les prochaines étapes. Je veux arrêter cela avant que cela endommage mon crédit et ma vie davantage. Graham Holt, j'ai cliqué sur envoyer, puis j'ai coulé dans ma chaise, l'esprit tournant. La lettre était l'aboutissement de leur campagne, une dernière torsion du couteau. Ils m'avaient peint comme négligent, manipulateur, et maintenant ils m'avaient accusé d'avoir contracté un prêt important. S'il est laissé non attribué, il pourrait ruiner mon pointage de crédit, entraver ma capacité à trouver un logement et m'isoler financièrement. Pire, tout défaut apparaîtrait sur mon dossier. Tout cela parce que quelqu'un derrière mon dos brandissait mon identité comme une arme. Ce soir-là, je me suis assis dans une veillée silencieuse. Téléphone à côté de moi, prêt pour la réponse de Charlène. J'ai réfléchi à l'ironie. J'avais cru que le blindage par courrier électronique de ma femme était sûr, ne soupçonnais pas qu'il pouvait être utilisé pour m'impliquer. Je me demandais combien de chefs de ménage avaient été confrontés à des trahisons similaires. La facilité avec laquelle sa vie pourrait être manipulée par la paperasse et la tromperie. Mon propre retrait orchestré de chez moi, souligné par un prêt forgé, ressemblait à la trahison ultime. Lorsque le courrier électronique de Charlène est arrivé, il contenait un plan. Déposer un rapport de police immédiatement, envoyer une lettre de demande au prêteur et préparer des requêtes pour explorer tout dossier du prêt de mon rapport de crédit. Elle a également recommandé d'envoyer une demande médico-légale au fournisseur de messagerie pour les journaux de connexion pour prouver que l'application a été effectuée à distance à partir d'un appareil enregistré au compte de Marbel. Ma résolution s'est avérée dans le but. J'ai imprimé l'email, saisi la lettre de prêt d'origine et conduit au poste de police locale. La pluie s'était arrêtée, laissant les rues brillantes sous les réverbères. J'ai ressenti les premiers remous de l'espoir que ce coup final pouvait être neutralisé. À la gare, je me suis assis en face d'un officier avec des yeux aimables et un bloc-notes. J'ai raconté toute la saga, les fausses réclamations d'abandon, les transferts de la banque, le vol d'identité et maintenant le prêt. Je lui ai remis la lettre et le paquet de preuves. Il a écouté attentivement, gribouillé des notes et m'a assuré qu'ils enquêteraient. Je suis parti avec un numéro de cas et un sentiment que la justice pourrait toujours être à portée de main. De retour dans ma voiture, je me suis expiré, serrant le volant. Mon reflet dans le pare-brise semblait fatigué mais déterminé. Je me suis rendu compte que la campagne me avait mené contre moi bien au-delà des potins. Il s'était enraciné en territoire criminel. Mais je n'étais plus la victime passive. J'avais pris chaque élément de preuve et construit une forteresse autour de ma vérité. Et maintenant, avec les forces de l'ordre sur l'affaire et les conseils de Charlène, je démente de chaque mensonge un par un. L'homme qu'ils ont essayé de cadrer derrière mon dos se tenait debout, son nom s'éclaircit, son intégrité restaurée. Et le mensonge final, le prêt forge, serait le premier à s'effondrer. Je me tenais à la porte de la cuisine familière, mon sac bouchon lourd à mes pieds, chaque muscle de mon corps bourdonnant avec l'électricité de la confrontation. Marbel était assise à la table, ses épaules courbées, les yeux bordés de rouge à partir d'heures de larmes.
Iris planait derrière elle sur un tabouret, serrant son marcheur comme un bouclier. Le soleil de fin d'après-midi s'est incliné à travers les stores de la fenêtre, jetant des ombres rayées sur le fond de linoléum. Dans ma main, j'ai transporté l'arsenal final, une épaisse pile de documents, des demandes de prêt, des relevés bancaires, des journaux de connexion, des images fixes de sécurité et des messages transmis d'Ariel. Chaque pièce soigneusement organisée, chaque feuille témoigne des années de tromperie qui m'avaient presque détruite. Je suis entré dans la pièce et je mets le bouchon avec un bruit sourd. Marbel leva les yeux, le chagrin et la culpabilité gravés sur son visage. « Qu'est-ce que c'est » chuchota-t-elle. Je me suis agenouillé à côté de la table et j'ai commencé à tirer des fichiers d'un dossier de manille, en les présentant en rangées soignées. Ceci, dis-je, la voix stable, est chaque mensonge. Qu'on vous a dit, chaque confiance que vous trahissiez, chaque élément de preuve que vous n'avez jamais demandé à voir. J'ai commencé avec les journaux de la clinique, 18 pages, chacun répertoriant les rendez-vous d'Iris et mes micros documentés. Marbel a tracé son doigt le long des lignes. 2 février, 11h12 mars, 12h06 1er avril, 14h15 sa lèvre trembla. Je l'ai regardé avaler, absorbant le poids de 18 vérités enregistrées contre une fausse accusation. Ensuite, j'ai placé les images fixes de sécurité côte à côte. Les cadres de couleur granuleuse des caméras à responsabilité de la clinique me montrant aidant Iris dans la voiture, soulevant son marcheur dans le coffre, guidant ses pas. Chacun était encore un moment gelé de ma dévotion. Les épaules de Marbel tremblaient alors qu'elle regardait les images, le visage d'Iris, les lèvres se pressant de honte. J'ai continué, en sortant des relevés bancaires. Ensuite, il y a ceci, dis-je, fixant une déclaration devant Marbel qui a mis en évidence le transfert de 4 000 $ à Iris sans mon approbation. Ses yeux clignotent vers les chiffres, l'argent disparaissant de notre compte conjoint à sa demande, et elle a tressailli comme si elle était frappée. Je m'arrêtai pour la laisser absorber, pour laisser l'énormité s'enfoncer. Non seulement elle avait cru un mensonge, elle avait agi dessus, sapant nos finances partagées sans autant une conversation. J'ai appuyé, en récupérant la demande de Préforge imprimée et dogée de ma propre lecture. En cela, dis-je, lui donnant la lettre du bureau de crédit qui a détaillé le prêt non autorisé en mon nom, co-signé par Iris et traité par email. Sa main trembla alors qu'elle le prenait, les yeux écarquillés de choc. « Vous avez utilisé mon email pour voler mon crédit », ai-je dit doucement. La douleur et la colère s'en mêlent ensemble. « Vous avez marqué mon nom sur un crime. » Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot n'est venu. J'ai passé à la pile suivante. Les courriels d'Ariel ont transmis des messages où Iris a confié à son cousin de la campagne contre moi, où elle a tourné des histoires de cruauté et d'abandon. Marbel a lu chaque message, ses joues creux avec regret. « Pourquoi tu ne m'as pas demandé ?» J'ai demandé à Voice Breaking. « Pourquoi avez-vous fait confiance à ces histoires sur ma vérité ?» Son regard clignota vers Iris, qui a accroché la tête et chuchota, « J'avais peur d'être seul. » L'admission s'est sentie petite contre la montagne de preuves, mais c'était la première reconnaissance de son motif. Je me suis tenu et j'ai rassemblé les papiers, les empilant soigneusement en piles. Journaux médicaux, preuves visuelles, dossiers financiers, documentation de fraude, communication personnelle. Ce sont les fichiers de table de cuisine, ai-je dit, épais d'émotion. Toutes nos vies se sont posées à nu sur cette table. Vous ne pouvez pas ignorer cela. Vous ne pouvez pas le voir. Marbel se leva lentement, se retirant jusqu'à ce que son dos se pressait contre le comptoir. Elle avala durement, les yeux débordant de larmes. « Je suis vraiment désolée, murmura-t-elle, voix brute. Je ne pensais pas. » Elle s'est cassée, incapable de terminer la phrase. Je me suis expiré, un mélange de soulagement et de chagrin qui me lave. Je lui ai traversé et lui ai pris la main. « Je sais que tu aimes ta mère, dis-je, voix douce. Mais l'amour n'excuse pas les mensonges. Cela n'excuse pas la trahison. » Elle hocha la tête, des larmes renversant ses joues. « Je l'aimais trop », a-t-elle déclaré. Je voulais la protéger. J'ai serré sa main. L'abtection ne devrait pas se faire au détriment de la justice. Cela ne devrait pas signifier m'abandonner. Elle ferma les yeux, hochant la tête, la réalisation de ses actions s'installant comme un poids sur ses épaules. J'ai regardé Iris, puis je me tais dans le coin, son visage pâle. Iris, dis-je, voix calme mais ferme. Votre campagne pour me peindre en tant que méchant a des conséquences. Vous avez brisé la confiance, volé de l'argent et détruit les bases d'un mariage.
Les yeux d'Iris remplis de larmes alors qu'elle marmonnait. J'avais peur d'être seul. Je ne voulais pas dire. La peur ne justifie pas le vol, j'ai interrompu, la voix résolue. Défiance. Marbel stepped between us, taking Iris' trembling hand. Mom, I'm going to help you fix this, she said softly. But you have to take responsibility. Iris nodded, tears slipping freely now. ILL cooperate, she said. ILL tell everyone the truth. The admission felt like the first threat of redemption. He exhaled, a tired smile tugging at my lips. Then we begin there, he said. Together, we start making amends. He looked around the table de cuisine au tas de vérités nous avions assemblées. Les journaux, les photos, les déclarations, les messages. Ces fichiers nous guideront, j'ai poursuivi. Eh bien, envoyez-les à tous ceux qui comptent, les amis, la famille, tous ceux qui ont entendu les mensonges. Assurez-vous que la vraie histoire est connue. Marabel et Iris ont échangé un coup d'œil, résoudre la formation dans leurs yeux alors que nous nous sommes unis autour de la table de la cuisine pour la première fois depuis des semaines. J'ai ressenti un sentiment prudent de l'espoir. Le voyage à venir serait long. Bataille légale, confiance endommagée, avis professionnel pour la licence de Marbel. Mais pour la première fois, je ne me sentais pas seul. J'avais ma femme à mes côtés, Iris prêt à confesser ses actes répréhensibles et la preuve inentrée exposée devant nous. Les fichiers de table de cuisine n'étaient plus des armes de trahison. Ils étaient le plan de notre guérison, et ensemble, nous reconstruisions ce qui avait été brisé. Guidés par la vérité, la responsabilité et la force silencieuse de faire face à nos moments les plus sombres sous la lumière la plus dure, je me suis installé dans mon nouvel appartement près de la rivière Broad française. Alors que la netteté de l'automne se glissait dans chaque brise du soir, le déménagement avait été flou. Boîtes empilées dans des coins, une seule photo de Marbel et moi sur le manteau. Pourtant, le calme ici ressemblait à la permission de respirer à nouveau. La lumière du soleil a filtré à travers les grandes fenêtres, jetant les planchers de bois franc en ambre chaud. J'ai décollé mon manteau, placé les clés sur le comptoir de la cuisine et parcouru mes doigts à travers les documents que j'avais reçus ce matin-là. Dossier judiciaire accusant l'Iris de vol d'identité, des preuves présentant des preuves confirmant la fraude auprès et une lettre du Conseil d'État informant Marbel de l'examen des permis de soins infirmiers. Les papiers témoignaient à la fois de la destruction et d'une feuille de route vers la justice, et je les ai étudiés avec un calme régulier. J'étais devenu l'homme protégé par des faits plutôt que défini par des mensonges. Mon téléphone a bourdonné d'un texte de Charlène que la mise en accusation d'Iris a été fixée pour le 5 novembre et que le juge avait déjà rendu une ordonnance de ne pas faire l'empêchant de me contacter davantage. Un soulagement m'a lancé. Je remercie rapidement un petit merci. Continuons à avancer. Puis j'ai glissé sur ma veste et je suis sorti, le courant précipité de la rivière m'appelant vers un sentiment de normal. J'ai fait du jogage dans la rue, inhalant le péché des feuilles tombées et de la terre humide. Chaque souffle me rappelait que la vie maintenait toujours la beauté au-delà de la trahison. Mes muscles se stabilisent à chaque foulée. Et pour la première fois depuis des mois, je me sentais aligné. Esprit, corps et but. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé un forfait inattendu sur le pas de la porte. Une enveloppe non marquée contenant des copies imprimées de chaque lettre que j'avais envoyée aux amis et à la famille, annotées avec des réponses de ceux que j'avais contactés. Certains messages ont exprimé un choc de la vérité ont finalement révélé. D'autres s'excusent pour leur propre silence ou leur incrédulité. J'en ai lu un de mon ancien colocataire, Jason. Graham, je suis désolé d'avoir douté de toi. Vous avez toujours été l'ami qui s'est présenté. J'ai déposé la correction sur Facebook et je témoignerai si nécessaire. En dessous, il se trouve une note de ma voisine Sophie. Je suis fier de connaître le vrai toi. Dîner chez moi ce soir. Leurs paroles ressemblaient à des lignes de vie jetées sur une mer turbulente. J'ai plié les lettres, je les ai glissées dans mon dessin de bureau et épinglé une brève réponse. Merci de croire en moi. Passons de l'avant ensemble. Chaque fois retourné ressemblait à une brique posée dans la base d'une vie reconstruite. Le dîner avec Sophie ce soir-là était exactement l'antidote dont j'avais besoin. Son appartement sentait rôtir des légumes et du basilic frais. Nous avons partagé un repas de pâtes et de salade, parlant de tout sauf des poursuites et une trahison. Nous avons ri sur les souvenirs d'enfance de mes aventures sur notre campus universitaire et nous sommes remettant des courses de café de fin de soirée. Pour la première fois à si longtemps, je n'étais pas Graham Hall, l'accusé.
J'étais tout simplement Graham, un ami profitant d'un repas. Quand je suis parti pour la maison, l'air net a mordu sur mes joues, mais mon cœur était chaud. Je suis retourné devant la rivière, dans le clair de lune dansant à la surface de l'eau, comme pour me rappeler que l'obscurité rend toujours la lumière. Le lendemain matin, je me suis assis à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable, en rédigeant le package final que j'enverrai à chaque personne qui s'était battue pour réécrire mon histoire. Il comprenait une lettre de motivation expliquant la fausse campagne, des copies du les journaux de la clinique, les images fixes de sécurité, les relevés bancaires et un lien vers les documents judiciaires publics accusant l'Iris de vol d'identité et de fraude. J'ai joint une courte note personnelle. Vous avez entendu une version. Voici la vérité complète. Je me suis arrêté avant de frapper Send, en pensant au pouvoir de la clarté et à l'importance de contrôler mon propre récit. Ensuite, j'ai cliqué sur Envoyer tout. L'après-midi, les réponses ont fait couler. Des expressions de secours, des offres de soutien continu et des questions sur la coordination des déclarations pour la procédure de divorce en cours. J'ai imprimé les emails confirmant que j'avais retrouvé la possession d'actifs conjoints et que le tribunal avait reconnu l'activité frauduleuse. Chaque confirmation a renforcé ma conviction que la vérité ne pouvait pas être cachée si elle était mise à nu dans toute la mesure. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis entré sur le balcon, le regard dérivant au-dessus de l'étendue de la rivière. J'ai chuchoté, je suis ici. Je suis réel. Le vent semblait répondre avec un whoosh apaisant, comme si le monde avait reconnu ma présence. Dans les semaines qui ont suivi, ma routine quotidienne s'est installée dans un rythme régulier. Des réunions juridiques avec Charlène le mardi, les rattrapages du café avec Jason le jeudi, et les séances de thérapie physique à la clinique où mon voyage avait commencé. Chaque rendez-vous ressemblait à un rappel de Betrayal et plus de façons de faire un rendez-vous. Je me suis accueilli avec un signe de reconnaissance, et je lui ai donné une note de remerciement et une carte cadeau pour sa coopération. Les lettres du bureau de crédit confirmant la radiation de faux dossiers. Effacer une marque faite par la tromperie. Et lentement, les chiffres de mon compte bancaire ont commencé à refléter mes propres revenus, pas des transferts non autorisés. Je définis les rappels automatiques pour surveiller mes relevés de crédit et de compte. Un petit acte de vigilance qui ressemblait à une armure pour ma tranquillité d'esprit. Une soirée froide, je me dirigeais vers la rive et m'arrêtais au bord, regardant les ondulations sous la lueur des lampadaires. J'ai sorti mon téléphone et enregistré une brève mémo vocale. Je ne suis pas l'histoire qu'ils ont essayé d'écrire pour moi. Je suis l'histoire que je choisis de vivre. J'ai écouté ma propre voix, stable et claire, et j'ai ressenti une vague de fierté inattendue. J'ai pris le téléphone dans ma poche et je me suis tenu dans le calme, le courant de la rivière emportant des doutes persistants. Lorsque l'affaire d'Iris s'est terminée, le juge l'a condamné de vol d'identité et a ordonné la restitution, les sanctions financières et les conseils obligatoires. La revue des licences infirmières de Marbel s'est terminée par une réprimande officielle, mais lui a permis de continuer à pratiquer dans des conditions. Elle et moi nous sommes rencontrés au palais de justice par la suite à l'extérieur de la lumière de l'hiver pâle. Nous nous sommes tenus ensemble en regardant les gens passer manteau et foulard. Elle jaillit ma main, les yeux débordant de remords et de détermination. Merci de m'avoir ramené à la réalité, a-t-elle dit doucement. J'ai serré sa main, la chaleur coulant entre nous. Merci d'avoir retrouvé votre chemin, j'ai répondu. Alors que je rentrais chez moi ce jour-là, la neige a commencé à tomber dans de doux flocons. Chacun une promesse de renouvellement. En fin de compte, ma force a prouvé la force.